prochaine participante intervenante, Lorraine Hume, qui nous vient d'Actimage et qui va nous parler d'HoloLens. C'est quoi le HoloLens, Lorraine? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Bonjour à tous. Donc, même si voilà, on n'est pas dans les conditions initialement prévues, bon, déjà j'ai la chance de pouvoir être sur le plateau. C'est déjà quand même pas mal agréable. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on fait chez Actimage sur l'utilisation des nouvelles technologies, donc en particulier la réalité mixte et donc l'outil HoloLens dont parlait Sébastien, pour l'inclusion des jeunes autistes. Donc je passe. Bon. Elle est là. Je la vois. Elle est là. À toi. Merci. Alors déjà, je vais commencer pour me présenter. Je suis donc Lorraine Hume. Je m'occupe de l'équipe RDI de l'entreprise Actimage, qui est donc historiquement une entreprise de conseil en numérique, qui est présente alors à Strasbourg, mais pas que. On est à plusieurs endroits en France, également au Luxembourg, également en Allemagne, outre-Manche et outre-Atlantique. Et dans les équipes que nous avons, on est organisé selon 5 pôles. Donc le pôle innovation duquel je fais partie, et on a aussi des pôles spécifiques, par exemple le pôle stratégie avec des gens qui vont être spécialisés en accompagnement, maîtrise d'ouvrage, accompagnement digital. On va avoir des gens sur la partie média, donc tout ce qui est communication, production de contenu graphique, des interfaces, de la user experience. On a également un pool de développeurs, d'intégrateurs, de techniciens, enfin de personnes qui vont de façon talentueuse nous produire des logiciels, des applications, des sites. Et également un pôle cloud, plus axé sur l'infrastructure, et où là en particulier, nous on a l'accréditation pour héberger des données de santé, ce qui est plutôt intéressant quand justement on s'attaque à ce type de problématique, parce qu'il y a quand même une façon spécifique de gérer la donnée dans ce cadre-là. Et donc sur le pôle innovation, on a plusieurs projets en cours évidemment, et c'est vrai que la thématique e-santé, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On a déjà participé à des projets par exemple pour tout ce qui est prédiction de la glycémie pour des diabétiques. On a aussi des applications pour inciter à faire de l'activité physique. Donc on a d'autres projets, mais là celui dont je vais vous parler aujourd'hui, il part d'une problématique, d'un questionnement qu'on a par rapport à la prise en charge de l'autisme, et en particulier des jeunes qui sont concernés. Donc l'autisme, pour vous placer un petit peu dans le contexte, c'est quelque chose qui se reconnaît. Alors déjà, on ne va pas forcément parler juste d'un autisme, mais de quasiment autant d'autisme que d'individus qui sont concernés. Donc ça va plus être des troubles du spectre autistique, avec des niveaux forcément très variés. Et il y a 3 caractéristiques sur lesquelles l'individu va être à différents niveaux altérés. Donc la première, ça va être sur la communication verbale et non verbale. Va y avoir des autistes qui ne sont pas du tout verbaux. Il y en a qui le sont dans des proportions là toujours très variables. On a même tendance à dire parfois que le sarcasme ou les non-dits, c'est des choses qui vont être difficiles à décerner pour un autiste. La deuxième caractéristique, ça va être vis-à-vis des intérêts. On va constater des intérêts qui sont souvent restreints, voire stéréotypés. On va vraiment focuser sur un sujet et totalement oublier le reste. Là, pour le coup, ça peut même, par exemple, ressembler à des TOC. Donc, on est vraiment sur des caractéristiques difficiles à diagnostiquer. J'en parlerai après. L'âge de diagnostic est souvent assez tardif. Et puis, la troisième caractéristique qui va être altérée, ça va être l'interaction sociale. Là, on constate des autistes qui vont potentiellement pouvoir se refermer sur eux, qui vont avoir du mal à interagir avec l'autre. Et donc ces trois caractéristiques-là, c'est ça qui va permettre de reconnaître un trouble du spectre autistique. Donc pour ce qu'il en est, en tout cas en France, on constate qu'on est à une naissance sur 100 qui est concernée par l'autisme. Donc ça fait quand même un fort pourcentage. Forcément, il y a des niveaux, comme je le disais. On a 4 fois plus de cas masculins que féminins. Et une chose qui est assez notable, comme je le disais, c'est que du point de vue du diagnostic, on est à 5 ans à l'âge moyen. Donc ça veut dire que ça peut être aussi diagnostiqué beaucoup plus tard, hein, par exemple au début de l'adolescence. Donc on imagine que jusqu'à cet âge-là, il y a quand même tout un tas d'errements de la part en particulier des familles qui ne savent pas forcément à qui s'adresser. Et même, je dirais, une fois que le diagnostic est posé, c'est pas pour ça qu'on est sorti d'affaire, parce que on peut constater, en tout cas là aussi en France, qu'à peu près 75% des enfants ne suivent pas une éducation classique. Par éducation classique, on parle d'être dans une classe normale, on va dire, entre le CP et la terminale, par exemple.
Alors ça, c'est ce qui se passe en France. Dans le monde, en tout cas en Europe, on ne peut pas dire que les choses soient forcément mieux ou moins bien. Là aussi, ça dépend beaucoup, surtout des choix politiques finalement qui sont faits dans chacun des pays. En tout cas, par exemple, pour ce qui est de la France, il y a des plans autisme qui ont lieu depuis 2008 qui permettent de justement s'intéresser plus à des prises en charge ou des modes de fonctionnement particuliers. Dans les autres pays, comme je le disais, bon, on a tendance à dire souvent que, par exemple, les familles françaises vont souvent se tourner vers la Belgique. Donc, en quoi l'herbe serait plus verte en Belgique qu'en France? Il y a peut-être un effet de proportion, en fait, vu que c'est un petit pays, on a potentiellement proportionnellement plus de place et plus de moyens qui sont mis en œuvre qu'en France. C'est aussi beaucoup une question d'organisation, en fait. On n'a pas forcément une organisation très structurée, en tout cas, savoir exactement à qui s'adresser pour telle question. Dans d'autres pays, donc par exemple pour l'Irlande, on a des villes qui sont labellisées autisme friendly. Donc ça peut ressembler à des initiatives comme il peut y avoir justement en France, où par exemple des supermarchés réservent des créneaux dans la journée pour accueillir des personnes autistes, pour justement enlever tout ce qui est bruit, tout ce qui est sollicitation. En Italie, en ce qui concerne la scolarisation, il y a 100% des enfants autistes qui sont scolarisés. Là, c'est les enseignants qui, a priori, sont formés pour les accueillir. Et puis, il y a des pays où, que ce soit en termes de prise en charge ou même de prestations d'aide, il n'y a rien, ou quasiment rien. C'est le cas, par exemple, là, je donnais l'exemple de la Macédoine du Nord. Il y a aussi en Turquie, où il n'y a pas forcément beaucoup plus de choses qui sont faites. Donc, voilà, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment deux façons de fonctionner très homogènes. Et donc, même une fois, voilà, comme je disais, qu'un diagnostic est posé, il y a une sorte d'impuissance de la part des parents, des personnels encadrants, de savoir comment on va prendre en charge thérapeutiquement ces troubles-là. Déjà pour ce qui est traitements médicaux, traitements médicamenteux, en général c'est laissé de côté, on juge que c'est globalement inefficace. Pour ce qui est de la psychanalyse aussi, c'est pas forcément ce qui est retenu, en tout cas de façon... en France en tout cas, c'est pas quelque chose qui est retenu. En revanche, les thérapies cognitivo-comportementales, tout ce qui va être développement, c'est des choses sur lesquelles on va beaucoup plus s'intéresser. Et donc là, vous en avez quelques-uns. Vous avez la méthode Teach, la méthode LEAP, la méthode ABA, la méthode PEX. Enfin, voilà, il y a tout un microcosme de méthodes qui peuvent être mises en place. Il y en a qui sont assez générales, qui sont sur le long terme, quasiment à plein temps. Par exemple, c'est le cas de la méthode LEAP. Mais vous avez des choses beaucoup plus spécifiques. La méthode PEX, par exemple, ça va être pour aider à la communication en échangeant des images. Donc là, c'est vraiment sur une compétence particulière, pouvoir l'améliorer avec une technique. Donc on constate qu'il y a des choses, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question, à se dire, est-ce que les nouvelles technologies ne peuvent pas nous aider, finalement, là-dedans ? Et là où on a plutôt de la chance, c'est qu'on constate qu'en fait le public autiste, alors que ce soit les jeunes mais pas que, réagissent plutôt bien à tout ce qui est nouvelles technologies, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, avec des intérêts assez restreints, ou du moins une appétence à l'habitude des choses vraiment cadrées, une interaction sociale avec un humain, ça va être déstabilisant. Alors qu'une interaction avec une machine, avec un jeu, une application ou même un robot, ça va être plus rassurant. Donc c'est pour ça qu'on se doute qu'il y a forcément plein de choses à faire. Donc il y a des applications qui existent, des jeux vidéo, comme je disais, des robots. Au Japon, il y a pas mal de choses qui sont faites dans cet axe-là. Et nous, chez Actimage, on pense que la réalité mixte, c'est quelque chose qui peut aider dans cet axe-là. Et c'est pour ça qu'on voudrait l'utiliser. Alors, déjà, la réalité mixte, pour vous présenter un petit peu. Alors, malheureusement, je n'ai pas l'appareil, comme je disais tout à l'heure à Sébastien. Je ne l'ai pas sur la tête. Vous allez voir tout à l'heure des vidéos pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Vous voyez à quoi ça ressemble. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la réalité mixte ? Ça va être un entre-deux, si on peut dire ça, un intermédiaire, entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ça va combiner, finalement, les avantages qu'on recherche de ces deux technologies. Parce que la réalité virtuelle, donc c'est Oculus Rift ou des choses vraiment où on va avoir... une totale coupure par rapport à l'environnement. Donc on est totalement immergé dans le jeu ou dans la situation qu'il y a. Donc ça, pour un jeu de type action, ça peut être hyper intéressant. Mais pour un autiste qui a peur, ou pas forcément qui a peur, mais qui va être déstabilisé si on lui retire ses repères, c'est pas forcément la meilleure solution. À l'autre extrémité, on va dire, vous avez la réalité augmentée. Donc là, au niveau perte de repères, ça va, parce que vous êtes totalement dans votre environnement. Donc pour ceux qui ont joué à Pokémon Go, par exemple, ça peut vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Vous avez l'environnement, et puis vous avez votre tablette ou un écran en interface, et toute la couche virtuelle, ça va être sur cet écran.
Donc, bon, niveau immersivité, là, pour le coup, on est un peu plus réduit. Il n'y a pas vraiment possibilité d'interagir ou de manipuler ce qu'on va voir sur la couche virtuelle. Donc, ce qui est entre les deux, bah, ça va être justement la réalité mixte. Où là, vous allez porter des lunettes, un petit peu à la façon de Top Gun. Vous allez avoir voilà, une vitre devant vous. Vous allez voir votre environnement, mais va se rajouter une couche d'hologramme que vous allez pouvoir justement manipuler, toucher, atteindre. Et là, on a à la fois l'environnement qui est gardé, mais aussi une interactivité assez élevée. Donc justement, ces hologrammes, comme je le disais, on va pouvoir interagir avec, on va pouvoir apprendre en faisant, et là, pour le coup, les compétences qu'on va vouloir améliorer, alors j'en parlerai un peu plus dans la suite, qu'est-ce qu'on peut améliorer comme compétences via ces choses-là? Ça se fait dans tous les cas de façon assez intuitive. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en situation quasi réelle avec des niveaux qui vont être progressifs. Moi, je suis issue du milieu de la simulation numérique. On m'a toujours dit, si on veut faire des essais avec une centrale nucléaire, on ne va pas construire plein de centrales nucléaires et puis essayer de voir si ça pète ou pas. Bah là, c'est pareil. Si jamais on veut, par exemple, apprendre à traverser la route à un enfant, bah, on ne va pas le mettre en plein milieu de la route et puis attendre que les voitures passent et voir s'il y arrive. Là, on va plutôt utiliser un jeu avec, par exemple, un passage piéton mais pas de voiture, puis un passage avec 1-2 voitures. Donc vraiment, on va pouvoir adapter la structure et la rendre de plus en plus complexe et de plus en plus proche du réel, finalement. Donc la solution que nous on propose chez Actimage, donc qui porte le nom Holotisme, elle peut être résumée en cette image-là. Voilà. Vous voyez donc ici l'enfant au milieu d'une pièce, donc a priori il connaît, qui porte le dispositif, et il va y avoir une aire de jeu et éventuellement des petits éléments qui vont se rajouter, donc cette fameuse couche virtuelle. Et là, on fait vraiment les choses sous le signe du jeu, c'est-à-dire qu'on va proposer des applications ludiques pour améliorer un certain nombre de compétences. Et puis vous avez potentiellement l'éducateur derrière, ou l'accompagnant, qui va lui aussi pouvoir porter le dispositif et avoir un certain suivi sur ce qui se passe, donc par exemple des capteurs qui vont remonter des données, savoir le score, savoir comment ça se passe pour l'enfant. Et donc, c'est à ça que ça va ressembler. Donc, la solution en elle-même, vous avez donc le casque. Alors, HoloLens, nous, on travaille avec la technologie HoloLens de Microsoft. Il faut savoir qu'en réalité mixte, il n'y a pas que celle-là qui existe. Il y en a d'autres, mais là, c'est celle-ci avec laquelle on travaille. Vous avez d'autres objets connectés qui peuvent aussi être interfacés justement pour remonter plus de données, avoir plus d'informations sur les progrès, sur l'évolution de l'enfant. Un catalogue d'applications, où finalement, basiquement, on va pouvoir avoir une application par compétence, par exemple, et puis une plateforme de suivi et d'analyse. C'est ça qui va être plutôt intéressant, dans le sens où on va pouvoir proposer des choses adaptées en termes de niveau, voir vraiment les progrès et l'évolution. Et donc cette solution-là, alors sous forme vraiment de prototype, on l'a déjà fait essayer, alors parce qu'on se doute bien que là, il y a quand même une acceptabilité à vérifier. Forcément, ce casque-là, vous n'allez pas le mettre sur un enfant de 6 mois. Voilà, il faut quand même un âge un petit peu avancé, ne serait-ce que pour supporter le poids en fait du casque. Et puis aussi, ça va pas forcément adresser tous les types d'autisme. C'est pas la panacée, dans le sens où justement, comme je disais tout à l'heure, vous avez des autistes qui refusent qu'on les approche, qu'on les touche. Donc il va falloir quand même sélectionner un petit peu le type de trouble qui va pouvoir être adressé grâce à ça. Et c'est ce qui avait été fait donc là dans un institut médico-éducatif il y a quelques temps. Ça avait été essayé sur des enfants et ils avaient beaucoup aimé. Ils trouvaient ça finalement assez intuitif parce qu'en soi c'est juste des lunettes, un petit peu lourdes, mais c'est juste des lunettes et ils peuvent avoir voilà, la possibilité de voir cette courge virtuelle qui leur a beaucoup plu. Donc en tout cas c'était plutôt encourageant pour un début. Et donc avec cet outil-là, qu'est-ce qu'on peut améliorer comme compétence ? Alors ça va être surtout de type interaction, par exemple savoir comment aller acheter du pain, comment interagir avec l'autre. Je parlais tout à l'heure de traverser un passage piéton, ça peut être le type de compétence qui est amélioré. Alors dans tous les cas, évidemment, il faut bien vérifier la transférabilité. Je suivais ce matin l'intervention de Pedro Cardoso, justement, qui parlait beaucoup de cette transférabilité. C'est pas parce qu'on va jouer que ça va forcément améliorer la compétence. Là, en tout cas, nous, on essaye de faire des choses justement en vérifiant qu'il y a bien une transférabilité au réel, même si le format en lui-même fait qu'il y a quand même une forte corrélation avec le réel. Donc voilà pour les compétences. Alors,
Typiquement, qu'est-ce qu'on propose comme application? Donc, c'est des applications qui sont en développement. La première, ça va être Pop Balloons. Donc, c'est une application qu'on a créée en collaboration avec Guillaume Dumas de l'Institut Pasteur, qui est donc chercheur en neurosciences, et avec qui on a créé ce jeu-là, où le but, ça va être d'aller éclater des ballons, en fait, donc des petits ballons virtuels qui vont apparaître. Donc, ça permet de travailler la motricité, parce que là aussi, ça peut être des compétences qu'il faut améliorer dans certains cas. Et on peut aussi avoir un aspect social, dans le sens où on va pouvoir faire apparaître un petit avatar et selon les réactions de cet avatar, reconnaître le type de réaction et pouvoir adapter son comportement dans le jeu. Donc là, avec j'ai pas l'appareil, mais j'ai une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc à minima, ce sera toujours ça. Donc là, imaginez que vous portez les lunettes, c'est ça que vous allez voir. Donc déjà, vous définissez votre aire de jeu. Donc vous voyez, c'est assez intuitif, hein. On pince avec ses doigts, on navigue. Alors on peut faire apparaître des peluches, des jeux pour rendre la zone de jeu finalement plus sympa. On va choisir son niveau. Donc là, vous voyez apparaître Julie, le petit avatar qui nous montre ce qu'il faut faire. Il nous montre qu'il faut aller éclater le ballon. Et donc là, une des choses qui va être travaillée, ça va être l'attention, parce qu'évidemment, le ballon, il va pouvoir apparaître n'importe où en 3D. Donc il va falloir que l'enfant se tourne autour de lui, qu'il ne soit pas juste focalisé sur un élément. Et donc, dans les niveaux qui peuvent être avancés, on va avoir par exemple uniquement une certaine couleur à éclater, ou alors avoir un temps de réaction maximum. Donc ça fait partie typiquement des données qui vont être remontées pour pouvoir justement mesurer les progrès et l'évolution de l'enfant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors une autre application qui a été développée là aussi à peu près dans le même temps, c'est l'application Smile. Donc là, ça va être basé sur de la reconnaissance d'image et de l'intelligence artificielle, où finalement, ça va être un programme qui va reconnaître sur un visage l'émotion, donc la joie, la tristesse, la colère, la surprise. Et l'enfant va pouvoir, alors soit avec un mode quiz, c'est-à-dire des photos qui vont apparaître devant lui, s'entraîner à reconnaître, mais aussi avec les gens qui l'entourent, localiser un visage et s'entraîner à anticiper, ça, est-ce que c'est de la joie, est-ce que c'est de la colère, etc. Donc là, c'est cette compétence-là en particulier qui est visée. Il y a d'autres applications aussi auxquelles on s'intéresse, là en collaboration avec l'Éducation nationale, parce que ça fait aussi partie des environnements où il y a des enfants autistes qui ont besoin d'aide et d'outils. Et donc là, il y a deux applications sur lesquelles on travaille actuellement. La première, ça va être pour traverser la route, donc celle dont je parlais tout à l'heure, où on va pouvoir apprendre à l'enfant tous les dangers un par un, apprendre à gérer les petits bonhommes verts et rouges, les voitures qui arrivent à des vitesses plus ou moins différentes, d'autres personnes sur le passage piéton aussi, pour devenir, dans tous les cas, plus indépendant. Il y a une autre application aussi qui est visée, là, sur tout ce qui est codes sociaux et rapport à l'autre, alors sur une tranche d'âge qui est potentiellement un petit peu plus élevée, vu qu'on vise un peu tout ce qui est début de l'adolescence, pour développer finalement des relations saines, dans le sens où, par exemple, qu'est-ce que je fais quand je sens qu'il y a quelqu'un qui me plaît ou à qui je plais, ce genre de choses, des questions finalement qui concernent tous les enfants, mais dans le cadre d'un enfant autiste, ça va être potentiellement assez déroutant. Donc là, ça pourrait être sous forme de quiz, où finalement, le fait d'être dans sa bulle, avec juste une vitre, il n'y a pas d'interaction à dire à son maître, sa maîtresse ou son prof, moi je pense plutôt ça ou ça. Là, il y a vraiment même un côté simulation qu'on pourrait apporter pour parler de ces choses-là dans le contexte de la réalité mixte. Alors il y a d'autres applications aussi auxquelles on pense. Donc là c'est même plus la tranche d'âge enfant, on est plus sur les jeunes adultes auxquels on s'adresse. Alors savoir s'insérer dans la vie professionnelle, c'est facile pour personne, même quand on n'a pas de TSA. Mais en l'occurrence, s'entraîner à ce type d'exercice-là, ça peut être fait avec ce type d'outils. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on discute avec Microsoft. Il y a aussi AFG Autisme qui est inclus dans la boucle, pour justement faire une application de simulation à l'entretien d'embauche, pour pouvoir se préparer à des questions qui finalement sont assez codifiées, mais ça reste quand même des choses qui se préparent. Et de toute façon, tout ce qui est compétence à l'oral, prise de confiance, c'est des choses qui peuvent être intéressantes dans tous les cas. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille. Et donc, je parlais dans la solution globale d'une plateforme de suivi. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment être intéressant, finalement, pour pouvoir récupérer toutes
tous les progrès et pouvoir exploiter au maximum la donnée qu'on va remonter, parce que finalement, ça va être bien de pouvoir augmenter les compétences, de pouvoir améliorer, mais c'est aussi bien de pouvoir récupérer ces données-là, par exemple, pour aider à tout ce qui est classification. On sait qu'il y a certains types d'autisme différents, il y a certaines classifications qui sont faites. Est-ce qu'on pourrait utiliser les résultats et les améliorations de compétences pour améliorer ces classifications-là, voir si par exemple si certains types d'autisme sont plus réactifs face à tel ou tel biais d'amélioration de compétences? C'est des choses qui sont encore ouvertes. Et dans tous les cas, on cherche en tout cas à appuyer, ou du moins à valider la pertinence de ces jeux-là, parce que c'est pas forcément des choses qui sont actuellement très, très investiguées. Et pour ça, alors quand je parle de données remontées, il y a déjà des capteurs qui sont inclus dans le HoloLens. Il y a déjà tout ce qui est accélérométrie, position dans l'espace. Il y a aussi des capteurs du eye tracking en fait, pour voir justement où est la concentration. Pour suivre un peu si l'enfant va aller plus vers le ballon ou pas, ou s'il y a encore besoin de travailler ça. On peut aussi, comme je disais, ajouter d'autres objets connectés, par exemple un capteur de fréquence cardiaque, qui va pour moi permettre de mesurer le stress. Là, par exemple, in situ, ça va être plutôt utile. Si jamais on voit que l'enfant est trop stressé, on va pouvoir arrêter ou du moins faire une pause. Donc on essaye vraiment de regrouper un maximum de données et ensuite de pouvoir les exploiter. Donc c'est là où on va pouvoir avoir des outils typiquement de prédiction, savoir faire un peu du clustering sur ces données-là pour les exploiter au mieux et proposer les choses les plus pertinentes possibles, tout simplement, parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Donc j'en ai terminé. Merci en tout cas. Merci Lorraine, parce que c'était extrêmement intéressant. Et moi, je me pose toujours une question de développeur. Là, c'est compliqué de développer quand même sur cette technologie. C'est quoi le langage? Comment ça marche? Alors, c'est du développement Unity. Donc, voilà. Unity, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est pour ce type d'application, en fait, en réalité mixte, augmentée. Alors, il y a aussi des interfaçages finalement qui sont possibles avec les applications tablettes, applications mobiles. Donc voilà, c'est du développlement d'applications finalement, mais adapté. Application 3D, hein, c'est quand même du jeu vidéo. Hein. Voilà, c'est ça, application jeu vidéo. Donc voilà, c'est la technologie. Alors c'est une technologie spécifique, mais ça reste du jeu vidéo, donc c'est pas totalement inaccessible. Totalement inaccessible, voilà. Ce qu'on pensait l'avoir cette année, avoir un HoloLens, on avait demandé à Microsoft, etc. Puis tout ça est parti un peu à l'eau. Hein. Mais voilà, c'est vrai que je sais que c'est quand même assez compliqué de pouvoir mettre en place un casque HoloLens pour juste faire du prototypage, parce que c'est assez lourd quand même comme environnement. C'est assez spécifique, mais ça se fait. En tout cas, on a réussi à mettre ça en place. Alors, ça fait quand même plusieurs mois, voire années, qu'on travaille dessus. Évidemment, il faut adapter aux versions, parce que là, par exemple, il y a le HoloLens 2 qui est arrivé. Donc, hop, il faut tout repasser, forcément. Toute nouvelle technologie va demander une mise à jour. Mais en tout cas, oui, c'est... En tout cas, bravo pour ce que vous faites. C'est quand même... un plus, en tout cas pour ces maladies. On a eu souvent des projets au hackathon autour de ces pathologies. C'est compliqué et je me rappelle avoir eu un médecin pédiatre qui m'avait dit ce qui est horrible, c'est qu'il y a toutes ces technologies sont là, mais on n'a aucun outil, nous, au quotidien pour aider les patients. Et si, maintenant on en a. Ils arrivent petit à petit, et c'est grâce aussi à ces super technos qu'on arrive à faire des choses de plus en plus faciles d'utilisation et qui s'intègrent bien aux problématiques des patients. Merci beaucoup Lorraine pour ton intervention. Merci.